On fait l'achat d'une propriété, puis disons qu'au bout de quelques années, on s'aperçoit que cette dernière a des vices cachés. Alors, quels sont les droits de l'acheteur, mais également quels sont les droits du vendeur? Alors, pour nous renseigner sur cet épineux dossier, parce qu'on en entend beaucoup parler, puis très souvent, on ne sait pas quoi faire. Alors, pour nous renseigner le plus possible, parce que même si c'est dans une émission télé, on pourrait peut-être prendre 1 heure, mais on ne pourra pas prendre 1 heure. Mais c'est avec grand plaisir que je reçois Maître Éric Daoust de la firme d'avocats Martineau, Daoust, Bouliane et Pelletier, expert en droit civil. Maître Daoust, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Monsieur Maître Daoust, parce que des vices cachés, c'est pas... En tout cas, moi, dans mon optique à moi, il me semble que c'est pas facile à traiter. Puis, on ne sait jamais qui a raison, on ne sait jamais qui a tort. On souhaite toujours, quand on achète une propriété, de ne pas en avoir, mais malheureusement, il se peut que nous en ayons. On va prendre, si vous me permettez, Maître Daoust, on va prendre l'exemple d'une maison, un bungalow. On ne prendra pas l'exemple de bloc-appartement de 40-50 loyers. Là. On va prendre une maison normale, un bungalow. On découvre un vice caché sur notre nouvelle propriété qu'on vient d'acquérir. Quelle est ou quelles sont les principales démarches à faire? On s'aperçoit qu'on a un vice caché. Puis c'est quoi aussi un vice caché en même temps? Bien, voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Oui, allez-y, je vous laisse aller, parce que vous êtes beaucoup plus au courant que moi. Bien, disons qu'avec l'expérience qu'on a d'en faire de temps en temps, on développe des façons d'étudier les dossiers, puis on développe des meilleurs réflexes. La loi nous enseigne un paquet de choses, mais l'expérience nous en enseigne d'autres également, puis la jurisprudence beaucoup. Alors, essentiellement, un vice caché, c'est quoi? C'est quelque chose qui, même aux yeux de l'acheteur et même aux yeux, et surtout aux yeux du vendeur, ils sont cachés. On ne connaît pas l'existence de la problématique. Alors, essentiellement, un vice caché, ça part de ça. Ça part d'un élément qui n'est pas visible. C'est un élément qu'on ne peut pas découvrir à moins de faire une destruction, d'ouvrir un mur ou de défaire la structure, d'avoir accès aux composantes internes. À l'œil nu, de même, on ne la voit pas. On ne le voit pas. Et c'est extrêmement frustrant pour le vendeur, parce que le vendeur qui vient de recevoir une action en vice caché, qui vient me consulter, la première chose qu'il me dit, c'est « moi, mais je ne le savais pas. Je ne pouvais pas le savoir, moi. » Alors, et c'est sa plus grande exposition, c'est « je ne le savais pas ». Parce que s'il le savait, ce ne serait pas un vice caché. Ben, alors, le vendeur, il est frustré. Là, disons qu'on joue là, sur les mots, mais c'est tellement important ce que vous dites. Parce que si on le sait, ce ne serait pas un vice caché. Exactement. Mais on ne le sait pas, c'est un vice caché. Voilà. Mais qui? Moi, j'achète votre maison, puis je découvre qu'il y a un vice caché. Qui va me dire que Maître Daoust me dit la vérité, qu'il ne savait pas qu'il y avait un vice caché? Alors, ça, c'est de quelle façon on réussit à faire la démonstration qu'il y a un vice caché. Alors, c'est un peu ça votre question. Oui, c'est ça. Alors, la jurisprudence nous enseigne que la meilleure façon de prouver un vice caché, c'est d'avoir recours à un expert. Bon, alors un expert en bâtiment, un ingénieur en structure, un électricien dûment qualifié qui a une expérience dans les inspections. Ça peut être un spécialiste de l'isolation, spécialiste des fondations. Parce que souvent, les vices cachés, c'est en dessous des fondations. Voilà, exactement. Majoritairement, on va retrouver... On s'aperçoit, puis il y a de l'eau qui rentre dans mon sous-sol. Voilà. Alors, beaucoup de problèmes quant aux immeubles se situent au niveau des fondations, au niveau de l'isolation. Et à un certain niveau, au niveau de l'électricité plomberie, mais là, souvent, on est dans des bâtiments qui sont plus âgés et qui ont, dans certains cas, l'électricité a atteint sa durée de vie, ou la plomberie, bien, elle est à refaire de toute façon. Oui, exactement. Alors là, on est dans des nuances, mais au niveau des vices cachés, là, on les localise à ces endroits-là dans les immeubles. Juste
Une question, là, parce qu'on est rendu là, dans un supposé vice caché, disons, une plomberie, OK? Bon, il y a un tuyau qui passe au sous-sol, il se met à couler parce que la maison a 50, 60 ans. C'est un peu, entre parenthèses, normal. Voilà. OK? Mais par contre, quand il rentre de l'eau dans le sous-sol, dans un coin du solage, là, ce n'est plus pareil. Là. Ce n'est plus pareil. Il y a toujours la fameuse distinction, bon, est-ce qu'il s'agit d'une fondation qui a 50, 60, 70 ans? Est-ce qu'il y a toujours eu un drain français autour de la fondation? Alors, il faut savoir que pour établir pour rencontrer les critères du vice caché, il faut aussi tenir compte des techniques de construction lors de la construction de la maison. Il faut tenir compte de, est-ce qu'il y a eu des rénovations majeures qui ont été effectuées? Est-ce que les matériaux ont atteint leur durée de vie utile? Des revêtements extérieurs de Canexel qui datent d'il y a 35 ans, ils sont rendus à leur vie utile. Du bardeau d'asphalte sur une toiture, après 25 ans, il faut s'attendre que. Oui, alors, à ce moment-là, si on revient à votre exemple d'infiltration d'eau par les fondations, si la maison, elle a 100 ans, puis est construite dans du gombo, puis qu'il n'y a jamais eu de drain français, on peut peut-être parler de vice caché, mais on peut surtout parler de techniques de construction, les règles de l'art à l'époque, oui, parce que si la on durée parle de vie utile. du début du 20e siècle, les matériaux et le genre de construction n'étaient pas ce qu'il est au début du 21e siècle. Et voilà, ça, c'est sûr, et voilà. certain. Puis dépendamment si on est situé à Val-d'Or ou à Amos sur un escarre de sable, Aussi. versus si on est dans la région de la Sarre où c'est un peu plus marécageux, ou à Rouyn-Noranda où on est dans la roche puis dans l'argile. Alors, les conditions de terrain amènent des distinctions importantes. Maître Daoust, on va parler des droits et des responsabilités. Premièrement, quels sont les droits et les responsabilités de l'acheteur? Alors, ils sont de deux ordres. On a les droits puis on a les obligations. Alors, les droits de l'acheteur, essentiellement, c'est d'avoir la maison qu'il achète dans un état de qualité en fonction du prix qu'il paie, de la condition de la maison lorsqu'il l'achète. Donc, l'acheteur a le droit de s'attendre que l'immeuble qu'il achète, il va être capable de s'en servir suffisamment longtemps, puis qu'il va en avoir pour son argent. Donc, il ne paie pas trop cher ou il ne paie pas... s'il paie moins cher, il est content. Oui, mais s'il paie trop cher, il va y avoir là une déception. Alors, son droit, l'acheteur, c'est d'avoir un titre de propriété clair. C'est-à-dire qu'il faut qu'il achète la maison du bon vendeur. Alors, si vous voulez me vendre votre maison puis elle est au nom de votre femme, vous ne pouvez pas me la vendre, elle n'est pas à vous. C'est ça. Alors, je vais acheter la maison qui est à votre nom au cadastre, comme disent nos ancêtres. Là. Alors, le bureau de la publicité des droits avec les notaires établissent, bon, la maison, elle appartient à Gaby Lacasse et Gaby Lacasse peut me la vendre. Donc, l'acheteur a le droit d'avoir un titre de propriété clair. L'acheteur a le droit à la garantie légale contre les vices cachés et à la durabilité du bien. Alors, l'exemple, il n'est pas en matière immobilière, mais si vous achetez une voiture usagée qui a 20 000 km, puis elle a 2 ans d'usure, on s'attend que la transmission va être bonne encore pour 75-100 000 km. Alors, si la transmission brise à 22 000 km, ça fait 3 semaines que vous l'avez acheté, vous n'êtes pas satisfait de votre achat parce que vous avez acheté quelque chose, puis sa durée de vie utile n'est pas suffisante. Donc, en matière immobilière, c'est la même chose. Donc, l'acheteur a le droit de s'attendre à ça. Puis par la suite, bien, il y a d'autres droits que l'acheteur a, c'est-à-dire d'avoir la tranquillité, puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas des servitudes qui vont passer chez eux, puis les fils vont passer au-dessus de sa galerie. Là. Ça, c'est d'autres choses. Maintenant, l'acheteur, lui, avant d'acheter, ce sont là qu'elles se situent ses obligations. Oui, exactement. Avant d'acheter, l'acheteur, lui, la loi puis la jurisprudence nous donne beaucoup d'éclaircissements. C'est-à-dire que l'acheteur, il doit être prudent et diligent. Un acheteur ne peut pas acheter les yeux fermés et croire qu'on est dans le pays d'Alice, au pays des merveilles. Ça ne marche pas comme ça. Oui. L'acheteur, il a des obligations de faire en sorte qu'il achète avec un œil consciencieux. Il va vérifier au niveau de la structure du bâtiment s'il semble acceptable.
Puis l'acheteur qui est néophyte, qui ne connaît rien en bâtiment, on va fortement lui suggérer de faire une inspection avant d'acheter. Et souvent, les agents d'immeubles insistent beaucoup là-dessus. Les agents d'immeubles vont mettre des conditions dans les promesses d'achat, conditionnel au financement, conditionnel à ci et ça, et surtout conditionnel à une inspection. Exactement. Et l'inspecteur en bâtiment, lui, son rôle, c'est de donner ses conseils sur la durée de vie utile du bâtiment, l'état de l'enveloppe du bâtiment. Est-ce que la finition extérieure est à refaire? Est-ce que les fenestrations sont étanches? Est-ce que l'immeuble semble bien isolé, bien ventilé? Et est-ce qu'il y a des indices d'usure prématurée dans le bâtiment? Est-ce qu'il y a des indices d'infiltration? Est-ce que c'est humide, épouvantable, puis s'il y a 80 degrés d'humidité dans une résidence le 30 janvier, puis il fait moins 40, on a vraiment un problème. Oui. Alors, l'inspecteur en bâtiment, lui, il vient éclairer son acheteur. Dans l'obligation de l'acheteur d'être prudent et diligent, il vient l'aider à faire ça. C'est sûr que si vous en avez acheté 14 résidences, vous êtes à votre 15e, oui, c'est ça. on va être plus exigeant quant à vous. Là, je vous entends parler et je vous suis très bien que, en tout cas, selon moi, qui est un néophyte complètement dans ça, je ne connais pas ça, un bâtiment, je connais pas, je connais un peu des fondations d'une maison, etc., mais c'est que primordialement, une personne qui a envie de faire l'achat d'une propriété, inspecteur en bâtiment devrait, selon vous, être essentiel. C'est essentiel. Ça Parce protège que tout lui, le il va monde. signer aussi un papier comme quoi il va dire « Oui, j'ai inspecté cette maison-là, je n'ai rien vu de spécial ou je ne sais pas quoi. » Mais au moins, l'acheteur va avoir une certaine protection. Quand je parle de certaine protection, avec ce rapport-là, l'acheteur se croise les bras et dit « Moi, là, je suis bien correct avec ça. S'il arrive de quoi, bien, c'est l'inspecteur en bâtiment. Est-ce qu'on peut revenir dessus? C'est possible, effectivement. On peut revenir contre l'inspecteur en bâtiment si on est en mesure de démontrer que l'inspection qu'il a faite, elle est bâclée ou elle est mal faite à la limite, ou il a fait vraiment les coins ronds, ou il a vraiment fait exprès pour ne pas voir quelque chose. Et ça, on a déjà vu des cas où des inspecteurs en bâtiment n'avaient pas fait l'inspection du grenier, alors qu'il y avait une trappe d'accès. Et l'isolation s'est avérée déficiente. Il y a les tuyaux de sécheuse s'évacuaient dans l'entretoit. Alors, le défaut de l'inspecteur peut le rendre responsable de son inspection, effectivement. Là, on vient de parler de l'acheteur. Maintenant, quels sont les droits et les responsabilités du vendeur à ce moment-là? Le vendeur a beaucoup plus d'obligations que de droits. Pourquoi? Parce qu'il transfère sa propriété. L'acheteur a beaucoup de recours, a beaucoup de privilèges, mais le vendeur, lui, il a beaucoup d'obligations envers l'acheteur. Alors, qu'est-ce qu'un bon vendeur? Un bon vendeur, il va nous expliquer tout ce qu'il connaît de sa propriété. Et c'est une des raisons pour laquelle les agents d'immeubles font signer la déclaration du vendeur. C'est un formulaire de 3, 4, 5 pages qui dit, bon, vous comme vendeur, vous l'avez acheté quand? L'avez-vous rénové? Avez-vous déjà eu des problèmes d'humidité, d'infiltration d'eau? Est-ce que les fenêtres s'embuent? Les agents d'immeubles posent une série de questions très, très pertinentes qui amènent le vendeur à divulguer ce qu'il sait et qui va aussi amener le vendeur à se questionner, est-ce que j'ai eu des problèmes? Est-ce que je devrais-tu le dire à l'agent d'immeuble qu'à un moment donné, là, mes fenêtres étaient toutes embuées? Je devrais-tu en parler? Donc, se faire poser des questions, ça nous amène à réfléchir comme vendeur. La première obligation du vendeur, c'est d'être transparent. C'est de dire tout ce qu'il connaît sur sa propriété. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sera dans un recours en vice caché ou en dommages-intérêts pour prix de vente trop élevé, alors le vendeur, lui, son obligation, c'est de divulguer, de donner de l'information. S'il retient de l'information, s'il cache des choses ou s'il ment à son acheteur, il sera responsable des dommages causés à l'acheteur. Pourquoi? Parce que l'acheteur n'aurait pas payé 225 000 pour sa maison. Il l'aurait peut-être même pas acheté. Ou il aurait peut-être fait faire des inspections additionnelles s'il avait su que
le gars, il faut qu'il vide son déshumidificateur 4 fois par jour. OK. Le vendeur dit, si tu m'aides un peu, mais avec un déshumidificateur, tu vas être correct. Ça, c'est un petit peu dangereux. Maître Daou, moi, je n'avais pas cette question-là, mais là, à force de vous entendre dire ces choses-là, est-ce que moi, supposons que j'ai une maison à vendre, je serais probablement mieux de passer par un agent d'immeuble. Est-ce que j'ai plus de protection si je passe par un agent d'immeuble que si Gaby Lacasse vend sa maison tout seul? Vous êtes mieux protégé. Et de là, il y a plusieurs raisons à ça. Une des premières raisons, c'est que vous faites affaire avec un professionnel de la vente et un professionnel qui va vous questionner sur des choses auxquelles vous ne penseriez peut-être pas comme vendeur. Alors, l'agent d'immeuble, lui, son rôle, c'est de travailler pour vous, mais de vous protéger en même temps contre des réclamations futures. Parce que la déclaration du vendeur, comme on en parlait, ils vont vous demander, par exemple, avez-vous déjà refait votre drain français? Si oui, en quelle année? En territoire rural, avez-vous un champ d'épuration, une fosse septique conforme? Avez-vous un puits? Y a-t-il des coliformes dedans? L'agent d'immeuble va vous aider à répondre d'avance à des questions qui seraient susceptibles de vous causer une plainte de l'acheteur parce que s'il avait su là, que vous aviez un champ d'épuration pour 3 chambres, là, bien, il n'aurait pas acheté votre maison parce que lui en veut 4 ou 5. OK. Alors, ce sont des choses comme ça. Maintenant aussi, les agents d'immeubles, avec leur association et tout ça, ont développé des produits d'assurance qui permettent, comme sans vouloir nommer une firme en particulier, mais il y a la protection royale, où il y a des plans d'assurance qui sont offerts aux vendeurs par l'agent d'immeuble en cas de recours en vice caché. Okay. Alors, dans certains cas, la compagnie d'assurance va défrayer des montants pour que le vendeur soit représenté par un avocat s'il y avait une réclamation en vice caché. Maître Daou, j'aimerais revenir juste sur une chose, parce que je pense que le but premier de cette émission-là, c'est les vices cachés. OK? Moi, là, j'arrive à votre bureau. OK? Bon, vous êtes un expert en droit civil. Je m'en viens vous voir, puis je vous dis, Maître Daou, j'ai vendu ma maison à Monsieur X. Puis là, j'ai un moyen problème parce qu'il m'actionne, parce qu'il rentre de l'eau dans mon sol. Mais Maître Daou, je ne le savais pas. Puis là, je suis sérieux là, quand je dis je ne le savais pas. Il m'actionne pour 150 000 pièces. Ou bien non, je perds ma maison. Qu'est-ce que je fais? Ça, là, je pense que c'est la base. J'arrive à votre bureau. Qu'est-ce que vous me dites? Bien là, je vais vous dire, première des choses, tout le monde a un problème. Tant vous que l'acheteur. Puis le problème, on va le solutionner de différentes façons. On va devoir regarder, vous puis moi, quels sont les griefs qu'on vous reproche. Dans quel contexte il y a eu une infiltration d'eau, par exemple. Et là, on va regarder ensemble l'âge de votre propriété. On va un peu refaire le travail que l'agent d'immeuble a fait, mais à ce jour-là. Et là, je vais vous poser un paquet de questions sur l'immeuble lui-même. Qu'est-ce que vous avez dit à votre acheteur? Qu'est-ce que vous lui avez peut-être pas dit? Est-ce qu'il s'est pris un expert? Donc, vous et moi, on va essayer d'évaluer, est-ce que l'acheteur a été prudent et diligent? Et vous, comme vendeur, avez-vous effectué la même chose? Puis, est-ce que j'ai été franc et honnête? Est-ce que vous avez tout dit ce que vous auriez dû dire? Maintenant, si on arrive tous les deux à la conclusion que vous ne pouviez pas le savoir, mais là, à ce moment-là, on va tenter de régler à l'amiable. Parce que, comme on disait en début d'entrevue, vous ne saviez pas qu'il y avait un vice caché. Sinon, vous l'auriez dit. Maître Daou, on a presque plus de temps. Là, vous allez me faire une promesse, OK? S'il vous plaît. Parce que j'en ai des questions, j'en ai, là, puis elles sont toutes plus pertinentes une que l'autre. J'aimerais que vous reveniez peut-être dans un mois d'ici, puis on va continuer cette entrevue-là, parce qu'il y a beaucoup. J'ai posé 3 questions sur 11, OK? Ça serait un plaisir. Parce qu'il y a vraiment des choses, là... j'ai tellement encore de choses qui n'ont pas été... on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps. Les garanties des maisons qui se finissent quand
quand moi, le propriétaire, je vais être libéré de toute chose qui pourrait arriver 5 ans après, 10 ans après, sur une maison que j'ai vendue il y a X années. Il y a tellement de choses. Qu'est-ce qu'on fait si j'actionne une personne, moi, qui m'a vendu sa maison, mais la personne a liquidé tous ses biens? Elle a pris l'argent, puis elle a tout placé ça à gauche, à droite à ses enfants. J'ai plus d'argent, moi. Tu sais, là, Monsieur Maître Daou, bien certainement. J'aimerais beaucoup que vous reveniez peut-être au mois de mars ou avril au plus tard, parce que beaucoup de questions que je n'ai pas eu le temps de poser. Puis, je sens que ces questions-là sont vraiment pertinentes. On veut aider les gens qui ont à vendre une maison ou à acheter une maison. Promesse, Monsieur Maître Daou. Promesse, Gaby, on se revoit. Bien, merci. Merci de l'invitation. Bien, merci infiniment. Puis, on va se revoir d'ici peut-être un mois, 5 semaines maximum. On va poursuivre cette entrevue-là. Très bien. Merci beaucoup, Maître Daou. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Avec Jessica Ruel, il est un de nos plus beaux espoirs en haltérophilie. Alors, mesdames et messieurs, du club d'haltérophilie, de Lassar, Monsieur Alex Bellemare. Monsieur Alex, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Alex. C'est vraiment très gentil. Alex, si on parlait de ton cheminement de carrière, moi, j'aimerais savoir, là, au moment où l'on se parle, on est en février 2014, est-ce que Alex Bellemare, dans son plan de carrière, il est en arrière de son temps, il est en avant de son temps, ou il est où il devrait être aujourd'hui? Moi, je dirais que j'ai pas vraiment prévu de plan de carrière pour tout de suite. On vit au jour le jour, mais je sais qu'on est assez en avance parce que dans l'histoire du Canada, on réalise d'année en année des choses incroyables qu'on n'a jamais vues, comme, mettons, 2 fois notre poids de corps à l'épaule jeté. Oui, ça, là, on va en revenir à ça parce que je veux que tu l'expliques. Ouais, des choses comme ça, ou 2 fois champion canadien dans 2 catégories différentes, dans deux années différentes, des records à gauche, à droite. Donc, moi, je dirais qu'on est dans notre temps ou un petit peu en avance. Tu as quel âge, Alex? Là, j'ai 15 ans. 15 ans. Déjà, sur la tablette du foyer, est-ce qu'il manque de place pour mettre tes trophées et tes médailles? Pas encore. Pas encore? Ça veut dire qu'on peut encore en ajouter d'autres. Une chose, Alex, qui est une question moi, que je me pose, peut-être que les gens se posent également. Le fait d'être entraîné par ton père, est-ce que tu y vois un avantage? Oui, je vois un avantage parce que il y a des gens que eux, ils ont besoin de faire de la psychologie à l'entraînement pendant leur temps d'entraînement, donc ça coupe dans les heures d'entraînement. Ah, OK, oui. Et nous, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on vit ensemble. Donc, on peut faire psychologie le matin, puis moi, ça ne me dérange absolument pas. J'en mange de l'haltérophilie. Fait qu'on fait de la psychologie avant une compétition les matins, les soirs. Fait que ça n'empiète pas sur le temps d'entraînement. On est après souper, l'entraîneur est en face de nous, donc on en profite pour poser quelques questions, se motiver un et l'autre, c'est vrai, sûrement. Fait que c'est un gros plus. Puis aussi, vu que mon père, c'est le coach, ben on a un plateau d'entraînement dans la cave. Même des athlètes assez hauts, des fois, ils n'ont pas de plateau dans leur maison. Vu que mon père, c'est un coach, ben je fais juste descendre 3-4 marches, puis j'ai mon plateau d'entraînement là. Il y a aussi le côté alimentation, sommeil, que lui est vraiment très poussé là-dedans. Donc, des fois, quand j'étais incertain, au lieu de prendre le téléphone, d'appeler mon entraîneur, ce qui serait peut-être à la sœur, ben j'ai juste à m'revirer et demander à mon père, je peux-tu manger ça ou qu'est-ce qui serait le meilleur entre ça et ça. Juste une chose, Alex. Juste entre nos deux, là. Vu que c'est ton père qui t'entraîne, il pousse-tu plus fort un petit peu? Je dirais que c'est moi qui pousse plus fort. Qu'on pose cette question-là, il ne sait pas. Je dirais que c'est moi qui pousse plus fort. Lui, il faut qu'il me ralentisse. Fait que, mais c'est un gros point positif, c'est sûr. Surtout avoir un plateau d'entraînement chez vous, en plus de ça. Ça veut dire que tu peux faire plus d'heures que... Quelqu'un qui faudrait qu'il se déplace. Oui, exactement. Ouais. Donc, la motivation est certainement là aussi. Ouais. Alex, je recevais il y a quelque temps Jessica Ruel, qui est aussi une championne entraînée par ton père également.
Et puis, elle me disait que pour elle, sa visée prochaine était les Jeux de Rio en 2016. Pour Alex Bellemare, la prochaine étape, la prochaine visée, c'est quoi? Moi, ce serait de participer aux championnats du monde des 20 ans et moins le plus tôt possible. L'année prochaine, si possible, ou l'autre année d'après. Donc, moi, les Jeux olympiques, ça me passe du pied par-dessus la tête. Pas que ça ne m'intéresse pas d'y aller, mais je sais que si je pousserais comme un malade, peut-être que je pourrais essayer ou aider les gens à y aller, donner une place au Canada. Mais je crois que je me blesserais. Je crois que ce serait trop tôt dans mon cheminement parce que, dans le fond, moi, j'aurais 18 ans et quelques mois. En 2016? En 2016, lors des prochains Jeux olympiques? Oui, j'aurais 18 ans bien juste. Trop jeune? Trop jeune, oui. Ah oui? Surtout parce que c'est un an, c'est les deux champions du monde avant les Olympiques. Donc, ce serait mes champions du monde, pour se qualifier à 16 ans et à 17 ans. Donc, ce serait beaucoup jeune, très jeune. Comparé, il faudrait que je compétitionne avec des gens de 25 ans, mettons, des Russes. Ça veut dire que c'est trop gros. Pour Alex, est-ce qu'on peut parler, par exemple, même si on est loin un peu, là, mais les prochains Jeux en 2020? Et c'est difficile à voir parce que il y a deux chances, tu peux avoir deux places aux Olympiques, un en gagnant une médaille aux championnats du monde de senior, justement les 2 années qui précèdent les Olympiques. Okay. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du Canada. Notre meilleur classement chez les gars, c'est 10e, je pense. Puis deuxièmement, une place avec l'équipe des gars, l'équipe du Canada. Puis les derniers Jeux olympiques, on avait quand même une équipe assez forte, puis on n'a pas eu de place. Donc, dans 6 ans, presque dans 6 ans, est-ce que notre équipe va être plus forte? Est-ce qu'elle va être moins forte, décrocher une place? C'est trop tôt pour le dire. On verra, comme on dit, c'est ça. Alex, justement, parce qu'il reste peu de temps, moi, j'aimerais que tu expliques, là, c'est quoi que soulever 2 fois son poids de corps à l'épaulé jeté? On dit que c'est très rare pour une personne de ton âge, personne n'avait fait ça. Non, personne dans C'est quoi exactement? Il reste à peine 1 minute et demie. C'est 2 fois, dans le fond, mon poids de corps. Donc, je pèse 62 kilos. Donc, j'ai fait 124 kilos à l'épaulé jeté sans m'être préparé. C'est ça la grosse surprise. Parce que 2 semaines avant, on est allé au Canadien junior à Toronto. Et on s'était préparé avec acharnement. Puis on avait fait 121. Mais c'était pas mon père qui me coachait. Et 2 semaines après, j'ai juste fait mon poids tranquillement, pas vite. C'était une compétition. C'était à Amos? C'était à Amos, juste pour donner un petit spectacle, pour mettre un visage sur Alex Bellemare. Donc, puis là, en fin de compte, j'ai décidé de forcer à l'épaulé jeté, puis j'ai fait 2 fois mon poids de corps. C'est jamais vu dans l'histoire pour un jeune homme de 15 ans. Pour toi, là, quand tu as monté sur le stage, comme on dit, là, quand tu as monté là sur l'estrade pour faire 2 fois ton poids, c'était pas... C'était pas prévu, mais en fin de compte... C'était pas prévu. Oui, c'était pas prévu. Mais c'est un bon feeling. J'ai encore des frissons à arrière-pensée. Alex Bellemare, on me fait signe qu'on n'a plus de temps du tout. Merci infiniment. Puis continuez à nous représenter aussi. Merci beaucoup. Dignement. Puis vous êtes un champion, Alex. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.